Quand le soir, ne pouvant travailler et étant assurée que Gilberte était au théâtre avec des amis, j'allais à l'improviste chez ses parents, je trouvais souvent Madame Swann dans quelque élégant déshabillé dont la jupe, d'un de ces beaux tons sombres, rouge foncé ou orange qui avait l'air d'avoir une signification particulière parce qu'il n'était plus à la mode, était obliquement traversée d'une rampe ajourée et large de dentelle noire qui faisait penser au volant d'autrefois. Quand par un jour encore froid de printemps, elle m'avait, avant ma brouille avec sa fille, emmenée au jardin d'acclimatation, sous sa veste qu'elle entr'ouvrait plus ou moins selon qu'elle se réchauffait en marchant, le dépassant en dents de scie de sa chemisette avait l'air du revers entrevu de quelques gilets absents, pareil à l'un de ceux qu'elle avait portés quelques années plus tôt et dont elle aimait que les bords eussent ce léger déchiquetage. Et sa cravate, de cet écossais auquel elle était restée fidèle, mais en adoucissant tellement les tons, le rouge devenu rose et le bleu lilas, que l'on aurait presque cru à un de ces taffetas gorge de pigeon qui était la dernière nouveauté, était nouée de telle façon sous son menton, sans qu'on pût voir où elle était attachée, qu'on pensait invinciblement à ces brides de chapeau qui ne se portaient plus. Pour peu qu'elle sût durer encore quelque temps ainsi, les jeunes gens, essayant de comprendre ses toilettes, diraient « Madame Swann, n'est-ce pas? C'est toute une époque ?» Comme dans un beau style qui superpose des formes différentes et que fortifie une tradition cachée, dans la toilette de Madame Swann, ses souvenirs incertains de gilets ou de boucles, parfois une tendance aussitôt réprimée au saut en barque et jusqu'à une allusion lointaine et vague au « Suivez-moi, jeune homme », faisait circuler sous la forme concrète la ressemblance inachevée d'autres plus anciennes qu'on aurait pu y trouver effectivement réalisées par la couturière ou la modiste, mais auxquelles on pensait sans cesse, et envelopper Madame Swann de quelque chose de noble, peut-être parce que l'inutilité même de ces atours faisait qu'ils semblaient répondre à un but plus qu'utilitaire, peut-être à cause du vestige conservé des années passées, ou encore d'une sorte d'individualité vestimentaire particulière à cette femme, et qui donnait à ses mises les plus différentes à ma mère de famille. On sentait qu'elle ne s'habillait pas seulement pour la commodité ou la parure de son corps. Elle était entourée de sa toilette comme de l'appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation. Quand Gilberte, qui d'habitude donnait ses goûters le jour où recevait sa mère, devait au contraire être absente et qu'à cause de cela je pouvais aller aux choux-fleuris de Madame Swann, je la trouvais vêtue de quelques belles robes, certaines en taffetas, d'autres en faille, ou en velours, ou en crêpe de Chine, ou en satin, ou en soie, et qui non point l'âge comme les déshabillés qu'elle revêtait ordinairement à la maison, mais combinés comme pour la sortie au dehors, donnaient cet après-midi-là à son oisiveté chez elle quelque chose d'alerte et d'agissant. Et sans doute la simplicité hardie de leur coupe était bien appropriée à sa taille et à ses mouvements dont les manches avaient l'air d'être la couleur, changeante selon les jours. On aurait dit qu'il y avait soudain de la décision dans le velours bleu, une humeur facile dans le taffetas blanc, et qu'une sorte de réserve suprême et pleine de distinction dans la façon d'avancer le bras avait, pour devenir visible, revêtu l'apparence brillante du sourire des grands sacrifices, du crêpe de Chine noire. Mais en même temps, à ces robes si vives, la complication des garnitures, sans utilité pratique, sans raison d'être visibles, ajoutait quelque chose de désintéressé, de pensif, de secret, qui s'accordait à la mélancolie que Madame Swann gardait toujours au moins dans la cernure de ses yeux et les phalanges de ses mains. Sous la profusion des porte-bonheur en saphir, des trèfles à 4 feuilles d'émail, des médailles d'argent, des médaillons d'or, des amulettes de turquoise, des chaînettes de rubis, des châtaignes de topaze, il y avait dans la robe elle-même tel dessin colorié poursuivant sur un empiècement rapporté son existence antérieure, telle rangée de petits boutons de satin qui ne boutonnaient rien et ne pouvaient pas se déboutonner, une soutache cherchant à faire plaisir avec la minutie, la discrétion d'un rappel délicat, lesquels, tout autant que les bijoux, avaient l'air, n'ayant sans cela aucune justification possible, de déceler une intention, d'être un gage de tendresse, de retenir une confidence, de répondre à une superstition, de garder le souvenir d'une guérison, d'un vœu, d'un amour ou d'une Philippine. Et parfois, dans le velours bleu du corsage, un soupçon de crever Henri II, dans la robe de satin noir, un léger renflement qui, soit aux manches près des épaules, faisait penser au gigot 1830, soit au contraire sous la jupe au panier Louis XV, donnait à la robe un air imperceptible d'être un costume, et en insinuant sous la vie présente comme une réminiscence indiscernable du passé, mêlait à la personne de Madame Swann le charme de certaines héroïnes historiques ou romanesques. Et si je le lui faisais remarquer, « Je ne joue pas au golf comme plusieurs de mes amies, disait-elle. Je n'aurais aucune excuse à être comme elle, vêtue de sweaters.